Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais prendre une position qui est à la fois orthogonale et un peu complémentaire à celle de ce qui a été discuté ce matin. Pierre Musso le soulignait, le dépérissement de l'État n'est pas une idée neuve, mais elle constitue, dans un sens différent, et pourrait-on dire opposé à celle, par exemple, de Engels dans l'Anti-Düring, un élément central de l'analyse d'Hannah Arendt sur l'origine du totalitarisme lorsqu'elle dénonce, et je la cite, l'incapacité du monde européen de l'entre-deux-guerres soit à se débarrasser des réfugiés, soit à les transformer en nationaux du pays d'asile. Et cette incapacité est pour elle le marqueur du déclin de l'État-nation et de la fin des droits de l'homme, qui vont entraîner la montée des totalitarismes et des nationalismes. Et elle ajoute, pourtant, qu'un gouvernement du monde n'est pas la solution. Et elle a cette phrase qui résonne encore aujourd'hui, je pense, « Le danger est qu'une civilisation globale, coordonnée à l'échelle universelle, se mette un jour à produire des barbares, nés de son propre sein, à force d'avoir imposé à des millions de gens des conditions de vie qui, en dépit des apparences, sont des conditions de vie de sauvages. » Alors Corinne parlait tout à l'heure du tour du monde des concepts. J'ai repris sur cette diapositive un certain nombre de définitions qui ont été données de l'État de manière très résumée. Je ne vais pas les commenter. Ce qu'on voit là, c'est en fait que la notion d'État constitue au fond une sorte de mot-valise qui subsume à la fois des dimensions spatiales, territoriales, des dimensions temporelles, des dimensions familiales, avant toute autre considération juridique ou institutionnelle. Et en fait, il y a là, de mon point de vue, deux paradoxes. Le premier, c'est énoncé par l'historien Chakrabarty, lorsqu'il souligne que les concepts d'État, de citoyenneté, de souveraineté populaire, de droits de l'homme portent le poids de la pensée européenne et qui est devenu, ajoute-t-il, l'héritage, un héritage désormais mondial. Et pourtant, cet héritage est aussi indispensable qu'inadéquat pour penser l'expérience de la modernité politique dans les nations non occidentales. Le second paradoxe, qui est au fond une traduction dans les faits de ce constat, c'est que d'une part, il y a une demande de reconnaissance d'un nombre croissant d'États, je crois qu'il y en a 197 aujourd'hui reconnus par l'ONU, ce que Marcel Gauchet analysait comme un processus politique et identitaire issu de la décolonisation et de la désimpérialisation du globe. Et d'autre part, il y a des mouvements accélérés de capitaux, de migration, de flux d'informations, de biens, de services, qui constituent de fait des déterritorialisations économiques et sociales et qui rendent, de mon point de vue légitime, de s'interroger sur l'après-État-nation. C'est ce que proposait également Habermas, et sur les nouvelles organisations politiques, juridiques qui pourraient se mettre en place. Alors d'un point de vue méthodologique, ces deux paradoxes nous imposent de faire un pas de côté au double sens d'un regard déporté par rapport à une approche état-centrée occidentale, et d'autre part d'une mise entre parenthèses de nos préjugés, voire de nos idéologies, en provincialisant l'Europe, comme y invite Chakrabarty ou Achille Mbembe que je mettais sur la diapositive précédente. Ça m'a conduit à m'intéresser de près aux réflexions et aux travaux portant sur le cosmopolitisme qui se sont développés ces dernières années et qui s'appuient sur deux pôles ou courants. Le premier, des géants anciens, est issu des Lumières et des droits de l'homme. Il a pris différentes formes intergouvernementales et non gouvernementales et font l'objet de très âpres débats politiques et juridiques. Et leur teneur même souligne, je pense, l'ampleur des enjeux mondiaux
y compris sur des notions comme le droit d'ingérence. Le second, Pierre l'indiquait tout à l'heure, me semble dater de la chute du mur de Berlin, donc en 1991, mais aussi des travaux d'un certain nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales venant de pays, d'anciens pays colonisés, mais pas uniquement, qui ont beaucoup travaillé sur les subaltern studies et les post-colonial studies, et dans la lignée également de travaux comme ceux de Jacques Derrida, par exemple, en France. Alors, ils portent à la fois sur des modèles de la modernité, les valeurs du monde, et sur les géométries politiques qui pourraient constituer une alternative au monde néolibéral, triomphant et désormais en apparence sans alternative. J'ai indiqué sur cette diapositive un certain nombre de références. C'est non exhaustive. Je n'indique pas notamment le nombre pléthorique d'articles qui a pu avoir. En fait, tous partagent la même interrogation sur la vieille notion de police, élargie au monde et, je dirais, au tout monde dont parlait Édouard Glissant. Donc, en prenant l'État comme arrière-plan, je voudrais centrer mon intervention sur 2 points. Ce qui se joue aujourd'hui derrière ce terme de cosmopolitisme ou de citoyen du monde, et ce qui en fait un projet politique. 2 points que je compléterai donc par une réflexion à la fin sur la notion de citoyen du monde. Donc, ce qui se joue derrière ce terme. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le cosmopolite, et j'en ai donné ici un extrait, une manière plaisante de qualifier un homme sans demeure fixe. Mais il s'agit également du philosophe, préférant le genre humain à sa patrie. Ce balancement est essentiel. Le cosmopolite est traditionnellement quelqu'un qui n'est pas à sa place, soit comme apatride, sans logis, sans identité, et c'est encore comme ça que le cataloguera le national-socialisme allemand, le communisme stalinien, et qu'on le retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de discours politiques, soit comme un individu un peu suspect, voire dangereux, et en tout cas en décalage. Alors, bon, le terme, vous le savez, a été proposé, inventé par Diogène le Cynique, qui vivait au IVe siècle avant notre ère, qui menait une vie de chien et qui vivait dans un tonneau, mais également qui a été chassé de sa ville natale, Sinope, et qui, plus tard, fut vendu comme esclave à Corinthe. Dans sa définition, le citoyen du monde n'est pas le citoyen de la cité, dans lequel, d'ailleurs, il ne se reconnaît pas. Et il va, avec une lampe allumée, se promener dans les rues d'Athènes pour chercher un homme, c'est-à-dire son alter ego. Je dirais, forçant le trait, et me mettant en décalage par rapport à une approche traditionnelle philosophique, classique, que les premières sociétés cosmopolites furent des sociétés reposant sur l'esclavage. Et on peut en suivre les traces des sociétés antiques à la traite transatlantique, sous des formes différentes, et des empires coloniaux jusqu'à leur démantèlement. L'histoire du cosmopolitisme est traumatique. C'est d'abord celle de l'exclusion, de l'exil, de l'exploitation, de l'apartheid, de la Shoah. Le cosmopolitisme, c'est d'abord une situation d'en bas, avant d'être un pensée réflexif, comme pour Diogène ou pour les stoïciens. Alors il y eut sur ce plan réflexif 2 retournements majeurs. Et je préfère parler plutôt de retournements que de moments, comme on trouve parfois dans la littérature. Le premier est celui de Kant, dans sa reprise sur le plan philosophique des réflexions de l'abbé de Saint-Pierre, mais aussi de Rousseau et de Voltaire, sur la guerre comme fléau des luttes interétatiques. Et ce retournement porte sur une transformation du droit international et sur une première définition d'un droit cosmopolitique, universel, en remettant en cause la notion de souveraineté héritée de la théologie et des théories politiques de Bodin, Hugo de Ruys et Thomas Hobbes. Ce faisant, il déplace ce qui relevait d'une approche morale, individuelle, en termes de bienveillance, de bienfaisance, qui est largement contre-dépendante de la religion,
en une démarche juridique laïcisée, même si on trouve chez lui la notion de providence. Et il a aussi pour conséquence, et Kant est explicite dans sa critique du système des colonies, d'intégrer l'ensemble des êtres humains dans cette situation de droit, alors que, vous le savez, le droit des gens européens continuera d'établir une distinction entre droit européen et droit des colonies jusqu'au début du XXe siècle. Alors le second retournement est provoqué, depuis les origines, pourrait-on dire, par la poussée même des sociétés à occuper l'ensemble des écosystèmes planétaires, puis par les déportations massives, le développement du commerce et des guerres, et on peut dire que la Première Guerre mondiale fut, d'une certaine manière, un très grand événement cosmopolite. Alors l'ampleur récente de ces phénomènes de migration, et ils sont loin d'être achevés, pose désormais, en termes politiques, la question de cette cosmopolitisation, non comme le résultat d'une transformation des sociétés et de leur environnement, mais comme l'enjeu même de la mondialisation, pour éviter notamment la multiplication des conflits et la prise en compte de nouvelles responsabilités et de nouvelles priorités. C'est ces deux retournements qui relevaient d'une manière d'être, d'une situation de fait, ou d'un point de vue, comme disait Kant, c'est-à-dire d'une conviction qui devient projet. Projet qu'on peut qualifier d'illusoire, utopique, inachevé, mais qui est en réalité mobilisateur des énergies et qui est inscrit au fond depuis 2 siècles dans notre histoire. Alors les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, survenus donc 10 ans après la chute du mur de Berlin, ont à la fois démontré qu'il n'y avait pas de sanctuaire dans un monde globalisé et ont largement modifié la donne des années 90, sans en changer pour autant les dynamiques, qui reposent sur 3 dimensions non exclusives et non hiérarchisées. La première, ce sont les défis de la cosmopolisation comme phénomène anthropologique de grande ampleur, lié à une épaisseur nouvelle et partagée du monde, c'est-à-dire aussi subie. Et elle s'intéresse particulièrement, notamment, à tous les aspects culturels. Cette réalité est productrice de réalités fractales, d'images et d'imaginaires, de modes et de mythologie au sens de Roland Barthes, c'est-à-dire des paysages ethniques, et je reprends là le concept d'ethnoscape de l'anthropologue Apadouret, en relation avec des paysages technologiques, avec des médias, de finances, d'idéologies qui construisent, au gré des flux et des accroches, des réalités multiples et des imaginaires transnationaux qui balaient à la fois les processus sociaux, les traditions culturelles et les États dans leur territorialité. Ce qui émerge, c'est une nouvelle géographie humaine, moins des communautés virtuelles que des communautés éclatées, recomposées autour de nouveaux lieux, des diasporas, des camps de réfugiés, des ghettos, des bidonvilles, ou encore des gated communities, des complexes hôteliers, des paquebots de croisière, connectés au reste du monde et bougeant avec lui. On peut d'ailleurs s'interroger si on ne parlera pas un jour d'États transnationaux. Cohabitent ainsi sur des mondes fermés, des minorités, des nations sans État, des sans-papiers, dans un monde ouvert par la globalisation, et des mondes ouverts, circulation des capitaux, des biens, des consommations, dans un monde fermé d'État, construisant aujourd'hui des murs, ou reconstruisant des murs. C'est le passage de l'un à l'autre qui bouge toutes les frontières, celles des habitudes, des modes de consommation, des cultures, des pays, et qui peut conduire à ce que l'anthropologue Michel Agier appelait une condition cosmopolitique, qui n'est plus spécifique à certains lieux, mais globale, pour ceux qui en souffrent comme pour ceux qui en jouissent. Alors 2 concepts philosophiques que je rappelle ici rapidement, celui de rhizome, que j'emprunte à Deleuze et Guattari, et celui de monde de la vie, du dernier Husserl, permettent de rendre compte de ce qui est ici en jeu. Rhizome, car il n'y a dans cette circulation aucune linéarité, mais des connexions, des transpositions hétérogènes qui constituent des plaques et de nouvelles cartes,
et un principe de rupture, mais en même temps de réponse et d'écho. Monde de la vie, parce que ça ne relève pas d'une rationalité géométrique, mais de la pratique et de l'agir, dans l'immédiateté de la conscience. Un monde, et je cite Husserl, dans lequel les hommes vivent et agissent, non les uns à côté des autres, et chacun pour soi, mais avec une conscience des effets de réciprocité et d'interférence de leur pluralité. Ou primant en fait sur les questions à la fois de valeur et d'identité. La seconde approche considère que l'épreuve de vérité du cosmopolitisme est la lutte en commun contre les fléaux qu'une société du risque génère. Il s'agit naturellement de la violence, mais aussi de toutes les autres formes de lutte contre la pauvreté, contre le changement climatique, contre la pollution, pour l'égalité des femmes et des hommes, pour la santé, et que les crises peuvent faire surgir à un moment comme un événement particulier, mais qui s'impose comme un impératif, dans le cadre d'une globalisation à la fois des enjeux et des urgences. Alors Kant avait forgé le concept d'insociable sociabilité, c'est-à-dire de tension entre l'incompatibilité naturelle des égoïsmes et une sociabilité au niveau du genre humain comme fondement à la fois naturaliste et téléologique de sa démarche permettant à la fois de la justifier et de la légitimer. C'est à partir de ce fondement que d'une part il pouvait dire que l'idée d'un droit cosmopolitique n'est pas un mode de représentation fantaisiste et extravagant du droit, mais un complément nécessaire du droit non écrit, aussi bien du code non écrit, aussi bien du droit civique que du droit des gens, en vue d'un droit public des hommes en général. Et d'autre part, d'en faire la démonstration, en montrant qu'on est arrivé à un point où toute atteinte au droit, en un seul point de la Terre, est ressentie en tous. Il en tirait comme conclusion que l'alliance des peuples ou la situation cosmopolitique universelle qui en résulterait devait être un contrat constitutionnel nouveau, et pas un traité entre les États, et que si les individus comme les États devaient en être partie prenante, la validité et la légitimité passaient par une institutionnalisation juridique contraignante. Et Hans Kelsen est d'une certaine manière l'héritier de cette approche, tout en l'arrachant, pourrait-on dire, de son approche naturaliste, du droit naturel, pour poser d'un point de vue théorique un système juridique unique, englobant le droit international, comme les droits juridiques nationaux. Et les perspectives qu'il ouvre sont fortes. Il est permis d'affirmer, dit-il, qu'en relativisant la notion d'État et en fondant l'unité théorique de tout ce qui est juridique, la théorie pure crée une condition essentielle pour parvenir à une unité politique du monde, dotée d'une organisation juridique centralisée. Alors, bon, date de quelques dizaines d'années. Et on voit revenir aujourd'hui les notions de juste et de justice, dans la suite des travaux notamment de John Rawls. Mais cette notion de juste, en lien avec les théories de justice globale, sont aujourd'hui particulièrement prenantes. Ce qui est central ici, c'est que les individus eux-mêmes, et pas seulement les États, sont désormais partie prenante. Et alors, Jean-Christophe Gracia avait coordonné un numéro très intéressant sur le droit et la justice aujourd'hui et demain, et j'ai retrouvé dans cet excellent dossier l'ensemble de ces débats qui traversent mon propos ici. La dernière approche s'inscrit dans le champ politique même, à partir de l'idée que c'est non seulement l'économie monde, et par nature cosmopolite, mais que l'État lui-même est déjà tout entier cosmopolite. Même si cette réalité est déniée, si on ne veut pas la voir. Ce n'est donc pas, pour Ulrich Beck notamment, en opposant et en distinguant entre État-nation et mondialisation qu'on peut comprendre ce qui se passe, mais en analysant les relations en termes de méta-jeux, avec des acteurs variables et dynamiques de légitimation, de masquage et d'instrumentalisation, et pour lui, d'élaboration d'une nouvelle théorie critique. Dans ce cadre, il est moins question de contenu, de droits de l'homme, d'environnement, même s'ils sont bien présents, que des usages qui en sont faits, c'est-à-dire des coups permis ou frappés d'illégitimité
mettant en jeu les notions d'autorité et de pouvoir. C'est-à-dire, d'un point de vue cosmopolitique, les possibilités d'action qui se présentent aussi bien pour les entreprises, les capitaux, les États, que pour les mouvements de la société civile. Et dans ce cadre, l'enjeu rationnel des États devrait être, c'est ce que souligne également Habermas, d'intégrer progressivement dans les politiques intérieures, comme dans les procédures de coopération, un esprit de cosmopolitisme. Et pour la société civile, de développer un cosmopolitisme autocritique, se méfiant des utopies. Alors là encore, la littérature est abondante sur ce qui fut appelé une démocratie cosmopolitique. Et elle décline un certain nombre de principes et d'objectifs. En particulier, il y a 6 principes et 5 objectifs que résume Louis Lourme dans son ouvrage sur qu'est-ce que le cosmopolitisme. Et ces objectifs et principes ont pour particularité de relever simultanément de 2 échelles, une échelle individuelle et une échelle collective, une échelle globale et une échelle locale. Il s'attache à définir les spécificités des nouvelles citoyennetés locales et mondiales, en même temps qu'à concevoir des niveaux de pouvoir et d'intervention différents de ceux qui fonctionnent actuellement. Et la souveraineté devient ici une souveraineté verticale, avec des échelons d'intervention liés à des niveaux de compétences et de saisie de problèmes, c'est le principe de subsidiarité, qui sont orthogonaux par rapport aux souverainetés polycompétences des États, attachés à des territoires, plus qu'à des problèmes. Et on en perçoit aujourd'hui, avec la forêt amazonienne, les enjeux. Il s'agit d'une gouvernance, plus que d'un gouvernement, avec pour objectif de limiter les pouvoirs de l'État, tout en avançant simultanément sur le front des transformations des Nations Unies et sur celui des droits internationaux. Bon, alors, au terme de ce bref parcours, reste une pierre d'achoppement qui relève de la notion même de citoyen du monde, qui est à la fois une évidence et un obstacle. Le projet cosmopolitique, puisque c'est bien comme ça qu'il convient de l'appeler, est un projet qui part et repose sur l'individu. Or, cet individu, à sa naissance, est à proprement parler citoyen du monde. Il vient au monde avant de naître dans telle patrie, dans telle famille, dans telle société. Et les choix qu'il avait en venant au monde se referment alors, et il aura la lourde tâche, d'une part, d'acquérir tous les bagages qui lui permettront de survivre, puis de vivre dans cet environnement particulier, puis tous les éléments qui lui permettront d'accéder à une représentation plus large, ouverte, pourrait-on dire, qui est celle de l'universel, et que j'opposerai ici comme la manière dont une société, une civilisation, pose son rapport, différemment selon chacune d'elles, aux autres et au monde. Cet universel multiple et concret est celui que désigne par exemple Sédar Senghor lorsqu'il dit « Chaque civilisation a pensé à la mesure de l'universel », c'est-à-dire à la mesure de son rapport au monde et aux autres. Il s'agit moins d'un principe pour tous que d'une construction, c'est-à-dire une voie d'évasion, de liberté, d'épanouissement pour rendre le monde habitable. Citoyen du monde, c'est être citoyen d'ailleurs et d'ici simultanément. C'est pour reprendre la formule du biologiste René Dubos, qu'il imposa lors d'une conférence des Nations Unies sur l'environnement, pensée globale, agir local. Voilà pour l'évidence. Maintenant l'obstacle. Diogène, lorsqu'il affirmait être citoyen du monde, projetait moins un concept qu'un refus. Et cette démarche est encore possible. Et nos sociétés regorgent de ce type de refus, qui peuvent prendre des formes très diverses de celui de la désobéissance civile aux organisations mafieuses, et je les mets pas sur les mêmes plans. Et c'était la critique que faisait Hegel du cosmopolitisme lorsqu'il déclarait « Je suis conçu comme une personne universelle, terme dans lequel tous sont compris comme identiques. Cette prise de conscience de la valeur de la pensée universelle est d'une importance infinie. Elle ne devient une erreur que si elle se cristallise sous la forme du cosmopolitisme pour s'opposer à la vie concrète de l'État. » Et il ajoutait « C'est seulement en devenant citoyen d'un État bien constitué que l'homme acquiert véritablement un droit.
Et il rabattait de fait le citoyen sur l'État, avec le bémol que l'État bien constitué dont il parlait, il ne le trouvait pas autour de lui et il le reconnaissait. Ce qu'il rejetait, c'était finalement le cosmopolitisme comme refus, comme opposition, c'est-à-dire pour lui comme erreur, portant sur la signification de l'universel qui passait par le droit et associait dans un lien conceptuel très étroit, universel, droit et État. Alors, il ne rentre pas dans mon propos de discuter de cette thèse hegelienne. Elle me permet juste de souligner ici un point. Le cosmopolitisme de Diogène excluait la cité, et même l'humanité, puisqu'il ne la reconnaissait, il la rencontrait nulle part. Et on peut dire que les sociétés cosmopolites, excluantes et asservissantes de l'autre, ne lui donnaient pas tort. Or, en mettant la liberté comme substance et destination du système de droit, Hegel considère que ce cosmopolitisme d'exclusion est antinomique de la liberté. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Du retournement de l'exclusion en inclusion et en participation. Ce que l'idée de nation a permis, en tant que communauté des rêves, comme disait Malraux dans La tentation de l'Occident, plus encore que l'idée technique d'État. C'est d'une certaine manière l'interrogation qu'avait Habermas sur la transition entre citoyenneté nationale et citoyenneté mondiale, pouvant être perçue comme perte d'une liberté constitutionnelle et d'une participation effective et citoyenne pour ce qui pouvait apparaître comme une ombre. Et c'est ce que le discours anticosmopolite d'aujourd'hui et d'hier s'empresse de saisir en attisant les peurs de l'autre et du monde. Cette question est aujourd'hui centrale. Elle prend la forme paradigmatique des droits pour transformer le cosmopolitisme d'exclusion en inclusion. Elle est d'une certaine manière déjà présente dans l'article 28 de la Déclaration générale des droits de l'homme, des Nations unies, qui dit explicitement que toute personne a le droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Bon, je voudrais terminer en revenant sur l'Europe. Achille Mbembe et Chakrabarty, que je citais en introduction, oui, 2 minutes, font 2 remarques qui sont des évidences. D'une part, l'Europe n'est plus le centre du monde, ou le centre de gravité du monde. Et d'autre part, cette situation devrait offrir des opportunités de pensée et d'ouverture pour fonder quelque chose de radicalement neuf. Et on voit que les difficultés de ratification d'une constitution européenne par les citoyens au début des années 2000 étaient une des premières formes d'expression récente, contemporaine, des soupçons à l'égard du politique et des partis, transformant un vote européen en un vote de défiance vis-à-vis de l'État national. De ce point de vue, la question n'est plus de rédiger une constitution pour adapter ou améliorer le fonctionnement de l'Union, mais d'agir sur le plan des États mêmes dans l'intégration de cette nouvelle donne cosmopolitique mondiale. Et pour conclure de manière plus optimiste, je reprendrai simplement la citation de Jacques Derrida que j'ai mis en exergue tout à l'heure. Une certaine idée du cosmopolitisme, une autre, n'est peut-être pas encore arrivée. Si, elle est arrivée. Alors on ne l'a peut-être pas encore reconnue. Merci. Merci.